Moi, je vais vous parler de quelque chose de tout à fait différent. Je vais vous parler du cerveau, et je vais vous parler du cerveau et des préoccupations que j'ai et que nous avons en ce qui concerne le cerveau. Vous voyez ce beau personnage qui a été dessiné par Pascal Gros, le fils de François Gros. Et ce personnage, il s'interroge sur son cerveau. Et lequel d'entre vous ne s'interroge pas constamment sur son cerveau? Ce cerveau, on a fait des progrès absolument considérables dans les 40 dernières années pour l'explorer. Des progrès absolument fantastiques. Mais dans les 40 dernières années, en même temps que nous faisions des progrès, se sont accumulées les maladies aussi bien psychiatriques que neurologiques. Et aujourd'hui, je pèse mes mots, nous nous trouvons véritablement devant un mur de pathologie du système nerveux. Et je crois que c'est aussi préoccupant, tout aussi préoccupant que ce dont nous avons discuté aujourd'hui, le climat, la disparition des espèces. Pourquoi? Le cerveau, les progrès sur le cerveau ont été grosso modo dans 3 directions. La première chose, la connexion. Ce qui fait la force de votre cerveau, c'est pas seulement ces 100 milliards de cellules, c'est que ces 100 milliards de cellules sont connectées, et elles sont connectées environ 10 000 fois par cellule, c'est-à-dire que vous avez 1000 milliards de connexions, et quand je dis ce chiffre, vous vous sentez tout de suite probablement beaucoup plus intelligent. Ces connexions, elles ne sont pas immobiles comme vous les voyez dans mon cliché. Ces connexions, elles sont constantes, et pendant que vous nous écoutez tous, vous faites des connexions. Est-ce que ces connexions vont être stabilisées? Ça dépendra. Est-ce que ces connexions vont être stabilisées? Ça dépendra de l'intérêt, ça dépendra de beaucoup de choses. Donc il y a les connexions, et puis il y a la chimie. Le système nerveux central, c'est de la chimie. Et la chimie, elle est dans ces terminaisons vertes et rouges que vous voyez, elle est dans les synapses. Il y a dans les synapses des neurotransmetteurs, ils peuvent être excitateurs, ils peuvent être inhibiteurs, et ces neurotransmetteurs, excitateurs et inhibiteurs, eh bien, il y a 40 ans, il y en avait 5 ou 6 comme vous voyez là. Et je donne les noms parce que maintenant, les noms dopamine, sérotonine sont communs et beaucoup de gens les connaissent. Aujourd'hui, il n'y a pas 5 neurotransmetteurs, mais il y a probablement une centaine ou plusieurs centaines de neurotransmetteurs qui ne travaillent pas indépendamment de ces neurotransmetteurs, qui travaillent avec les neurotransmetteurs qui sont au tableau. Et ce que vous voyez dans ce cliché, c'est qu'à chaque neurotransmetteur, il y a des maladies, acétylcholine, Alzheimer, dopamine, Parkinson, schizophrénie, sérotonine, dépression, GABA, sommeil, encéphaline, douleur. Et là encore, nous avons appris d'une façon considérable dans les dernières années. Et nous avons appris sur quelque chose qui est à la droite du cliché qui concerne les drogues. Quelque chose à garder à l'esprit, les drogues qui agissent sur chacun des neurotransmetteurs, des drogues qui changent la personnalité, des drogues qui sont de plus en plus présentes dans notre vie de tous les jours et des drogues qui naturellement font partie des pathologies qu'on va devoir soigner et pour lesquelles on n'a pas fait beaucoup d'avancées dans les 40 dernières années. Et puis dans le cerveau, il y a l'électricité. Un cerveau qui n'a pas d'électricité ne peut pas envoyer ses signaux assez rapidement. Et on comprend les mécanismes de l'électricité, il s'agit de petits trous dans les cellules, dans les membranes de cellules qui laissent passer du sodium, du potassium, du calcium. C'est pour ça que souvent quand vous faites une analyse biologique, on vous teste votre sodium, votre potassium et calcium, pour ça, parce que l'électricité est aussi dans le cœur. Et on comprend là aussi énormément de choses sur cette personnalité électrique de chacune des cellules. Et bien sûr, il y a des médicaments associés à cela. Et je vous laisse regarder ces médicaments. En réalité, ces canaux ioniques, puisque ces pores s'appellent des canaux ioniques, sont la cible directe ou indirecte d'une multiplicité de médicaments. Et on comprend pourquoi. Le problème est que ces médicaments existaient avant qu'on sache quoi que ce soit sur les mécanismes de l'électricité. Et le problème est que le fait de comprendre ces mécanismes de la bioélectricité n'a permis, et je le dis parce que c'est mon domaine, donc je peux me permettre de le dire, n'a permis en aucun cas de créer d'autres médicaments contre l'épilepsie, contre les arythmies, contre quelles que soient les maladies que vous pouvez considérer. Et ça, c'est un problème absolument gigantesque. On a fait la science est formidable de faire de la science pour comprendre, mais cette science ne nous a pas servi jusqu'à maintenant pour faire de nouveaux médicaments. Mais alors, comment les autres ont fait des médicaments auparavant? Le premier problème qui se pose quand on veut faire un médicament, c'est qu'il faut absolument passer par un modèle animal. C'est la règle, n'est-ce pas? Et qu'en matière de système nerveux, le modèle animal peut poser un problème. Pascal l'a dit tout à l'heure pour d'autres systèmes.
nous avons fait des souris qui ne dépriment plus. Hein, mais est-ce que ces souris qui ne dépriment plus, parce qu'on comprend le mécanisme, vont nous donner des gens qui ne dépriment plus? Et puis, on a des tests pour analyser les souris. On peut faire nager des souris dans de l'eau, et au bout d'un moment, elles se découragent et elles vont se laisser couler. Mais si vous leur donnez un coup de Prozac, elles vont continuer à se battre. Vous pouvez mettre des souris, vous pouvez mettre des petites décharges électriques, ça va leur embêter la vie, ça va leur pourrir la vie, elles vont se mettre dans un coin, un petit peu comme les gens se mettent dans leur lit, mais si on leur donne un coup de Prozac, elles vont prendre la porte et elles vont aller dans l'autre compartiment. On peut mettre des souris en absence de nourriture pendant 24 heures, l'autre cliché, mais quand on leur donne la nourriture, on leur donne sur une lumière extrêmement importante. Ça fait une anxiété formidable et elles n'y vont pas. Mais si vous leur donnez un coup de Prozac, elles vont y aller. Donc, on sait mesurer un certain nombre de choses pour la dépression sur les souris. Mais le problème, c'est que la dépression, c'est pas seulement ça. La dépression, c'est l'estime de soi. La dépression, c'est la relation sociale. La dépression, c'est la pulsion vers le suicide. Et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas l'avoir avec les souris. Et c'est un problème gigantesque, parce que la dépression atteint 10% des gens, 10-12% des hommes, plus de 20% des femmes, une fois dans leur vie. La dépression est souvent récurrente, et il y a 30% des gens qui sont soignés pour la dépression qui ne répondent pas aux antidépresseurs. Donc il y a véritablement un besoin absolument gigantesque. Alors, comment nos anciens ont créé des médicaments? Je vais regarder avec vous assez vite un certain nombre de grands médicaments, parce qu'on a oublié la manière dont on a créé des médicaments, et non seulement ça, le message que vous allez voir, c'est qu'avec nos règles d'aujourd'hui, on ne pourrait plus créer les médicaments du passé. L'un des plus grands médicaments pour moi, c'est les anesthésiques, parce que sans anesthésique, la chirurgie est difficile, même s'il y avait de la chirurgie avant l'anesthésie, mais on ne voudrait pas y passer. Ici, je décris l'histoire des anesthésiques gazeux. Les anesthésiques gazeux, comme vous le voyez, ont été introduits en 1846. Et le premier anesthésique gazeux était l'éther, et c'était des dentistes qui ont fait cela. Et puis ensuite, on est passé de l'éther au chloroforme. Et puis cette anesthésie a un gros coup de pub, parce que la reine Victoria a décidé tout d'un coup qu'elle allait accoucher sous chloroforme, le 8e enfant. Elle a accouché du 8e, puis ensuite du 9e, et ça, il n'y avait pas la télévision, mais ça a quand même donné un coup de pub absolument extraordinaire. Et ces anesthésiques gazeux sont rentrés dans l'utilisation normale. Puis il a fallu attendre un certain nombre d'années pour avoir les anesthésiques d'aujourd'hui, pas parce qu'on a fabriqué des anesthésiques, mais parce que tout simplement, l'industrie du frigidaire a fait des composés gazeux fluorés, et que parmi ces composés gazeux fluorés, il y en avait qui étaient intéressants pour la médecine. Est-ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui? Mais pas du tout. On pourrait, parce qu'aujourd'hui, pour commencer un essai clinique, il faut connaître le mécanisme. On ne connaissait pas le mécanisme, bien entendu, et les derniers mécanismes ont été établis par nous-mêmes en 2000. Donc, la deuxième raison, elle est qu'il ne faut pas avoir d'accident de parcours. Et je m'adresse à mon collègue et ami Pierre Corvol. Or, évidemment, dans le parcours de l'anesthésie qui a été fait ici, il y a eu beaucoup d'accidents. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait des syncopes bleues ou des syncopes blanches qui correspondaient à des arrêts cardiaques ou à des arrêts pulmonaires. Mais naturellement, l'anesthésie a continué. Aujourd'hui, si vous essayez un médicament et que vous tuez 2 ou 3 patients, eh bien, ça s'arrête. Voilà. Donc, la douleur, c'est un schéma un peu compliqué, mais aujourd'hui, on comprend beaucoup de choses, sinon tout de la douleur. On comprend comment elle est perçue par la peau et nos viscères, par des nocicepteurs. On comprend comment elle est transmise au niveau de la moelle épinière. On comprend les régions du cerveau où elle est intégrée. Mais est-ce qu'on fait pour autant des médicaments antidouleurs différents? Il faudrait faire des médicaments antidouleurs différents. Aujourd'hui, en France, 2,5% de la population souffre de douleurs chroniques. Ces douleurs chroniques peuvent être des douleurs neuropathiques, des douleurs, vous écrasez vos nerfs, des douleurs rhumatismales, des tas d'autres douleurs, 2,5%, et ce sont les frais les plus élevés de la sécurité sociale à cause des arrêts de travail, et vous savez que ça empoisonne la vie des gens au fur et à mesure qu'ils deviennent plus âgés. Eh bien, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme médicament de la douleur? Est-ce qu'on a de nouveaux médicaments de douleur? Aucun nouveau médicament de la douleur depuis les 20 ou 30 dernières années. Et non seulement ça, mais les médicaments de la douleur que vous voyez en bleu, ils ne seraient pas qualifiés aujourd'hui. L'aspirine est un excellent médicament de la douleur. Il vient de la médecine traditionnelle. On trouve ses origines
4000 ans, il y a 4000 ans d'ici, et dans toutes les médecines traditionnelles du monde. C'est extrait de l'école, l'acide salicylique est extrait de l'école de Saules. Mais si aujourd'hui on donnait de l'aspirine à 1000 patients, il y a beaucoup de ces 1000 patients qui feraient une hémorragie, parce que l'aspirine est aussi fluidifie le sang, on s'appelle ça des antiplaquettaires, et il y a des gens qui seraient sensibles à ça, qui feraient des hémorragies, ils mourraient et on arrêterait l'essai. Aujourd'hui, bien sûr, on a utilisé cela pour tous ceux qui prennent du cardégique dans l'assistance comme un mécanisme préventif. Le paracétamol, c'est une histoire de découverte extraordinaire qui a commencé à la fin du XIXe siècle, qui a été précipitée par la Deuxième Guerre mondiale, aucun rationnel du tout. Le paracétamol ne pourrait pas être inventé aujourd'hui parce qu'on ne connaît toujours pas son mécanisme d'action du composé qui a le plus gros tonnage au monde. Et la morphine, naturellement, elle nous vient des fonds des âges. Et les autres morphiniques que vous pouvez connaître, la codéine, etc., nous viennent aussi de substances naturelles. Impossible de la qualifier avec la morphine a une propriété que vous connaissez tous, elle donne la tolérance. C'est-à-dire que si vous donnez de la morphine, eh bien, l'organisme va devenir tolérant, il va falloir escalader les doses. Quand on va escalader les doses, on va bloquer le tractus intestinal, on va avoir des problèmes respiratoires et on va avoir de l'addiction et on va avoir naturellement des morts. Et la morphine n'aurait la morphine irremplaçable n'aurait aucune manière d'être remplacée aujourd'hui. Donc il faut bien garder ça en tête. Quant aux autres inflammatoires que vous prenez tous, le Voltaren, ils étaient sur le marché avant même qu'on connaisse les mécanismes de l'inflammation. Les neuroleptiques. Les neuroleptiques, c'est une très, très, très grande classe de médicaments, parce qu'avant les neuroleptiques, tout le monde, tu me fais signe, tout le monde restait dans un asile psychiatrique, voilà, 5 minutes. Les neuroleptiques, c'est une découverte absolument extraordinaire. C'est une découverte qui a commencé par les antihistaminiques. Découverte de l'allergie au début du siècle, les premiers antihistaminiques par Ron Poulenc en France en 1940, mais dès qu'on a découvert ces antihistaminiques, on s'est rendu compte qu'ils étaient sédatifs. Et un certain nombre d'entre vous plus âgés se souviennent qu'on donnait du Phénergan aux enfants. Le Phénergan, c'est un antihistaminique, mais on le donnait aux enfants pas comme antihistaminique, mais pour les calmer et pour les faire dormir. Donc un médecin militaire intelligent s'est dit, et si je mettais ça dans mon cocktail anesthésique pour tranquilliser les patients, il s'appelait Laborie, et naturellement, ça a eu du succès. Il est allé à l'hôpital La Pitié-le-Salpêtrière, il a vu ses collègues de psychiatrie, il leur a dit, si vous essayez sur les patients schizophrènes, et ils ont fait une expérience, Pierre, sur 36 patients, pas sur 1000 patients, sur 36 patients, et après 36 patients, vous voyez, quelques années après, 5 millions de gens au monde le prenaient. Donc en 5 ans, 5 millions de gens au monde étaient... Aujourd'hui, en 5 ans, vous avez à peine le temps de faire le dossier et de lever l'argent surtout. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement infaisable. Et ces neuroleptiques ne seraient pas qualifiés aujourd'hui, parce que naturellement, les neuroleptiques ne sont pas sans effets secondaires. Les neuroleptiques donnent des syndromes parkinsoniens. Ils donnent ce qu'on appelle un syndrome malin, c'est-à-dire ils font monter la température, ça peut tuer, une hyperthermie maligne, et ils donnent des désordres cardiaques. Et simplement parce qu'ils donnent des désordres cardiaques, ils n'iraient même pas au bout de l'essai clinique. Donc aujourd'hui, on serait sans neuroleptiques. Vous voyez le monde dans lequel nous vivrions. La maniaco-dépression, c'est la même histoire. La maniaco-dépression, les grands médicaments, le lithium. Le lithium, c'est aussi une histoire qui vaudrait d'être racontée parce qu'elle est extraordinaire au point de vue sérendipité, mais que je n'ai pas le temps de vous raconter. Est-ce que le lithium serait qualifié aujourd'hui? Mais bien sûr que non, le lithium ne serait pas qualifié. La première raison pour laquelle le lithium ne serait pas qualifié, c'est que ce n'est pas brevetable. Et si vous ne pouvez pas breveter, vous ne pouvez pas lancer un essai clinique, et je vous dirai tout à l'heure que chaque essai clinique dans le système nerveux coûte à peu près 1 milliard d'euros s'il va jusqu'au bout. Donc, il ne peut pas être breveté, on n'en parle plus. Et d'autre part, le lithium, entre 1949 et 1960, où il a commencé, le lithium est extraordinairement toxique pour le rein. Donc le lithium pouvait tuer. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème parce qu'on peut mesurer, il y a des machines pour mesurer le lithium dans le sang. Mais bien entendu, avant d'en arriver là, il y a un certain nombre de patients qui ont eu des problèmes extrêmement graves. On ne pourrait pas le découvrir aujourd'hui. La dépakine, dont vous avez beaucoup entendu parler, cet acide valproïque, ça c'est aussi une histoire extraordinaire qui est née dans l'épilepsie. Un certain nombre de collègues de Strasbourg, il y a bien longtemps, essayaient un anti-épileptique sur des animaux épileptiques.
Et puis, il n'avait pas de solvant, ils l'ont mis dans l'acide valproïque, et l'acide valproïque a fait l'effet, et leurs molécules, ce n'était pas leurs molécules. Donc, en fait, on traite ces patients avec un solvant. Et voilà. Mais cet acide valproïque, est-ce qu'on sait comment il marche sur la maniaco-dépression? On sait comment il marche sur... Non, on ne sait pas comment il marche sur la maniaco-dépression, donc pas qualifié. Voilà. Et alors maintenant, je voudrais vous parler, donc n'oubliez pas le nombre considérable de patients. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une pathologie, de deux pathologies. La première, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Les accidents vasculaires cérébraux, 150 000 personnes par an, 20% des gens qui meurent dans la première année, 50% des gens qui sont handicapés, première cause de handicap mondial, deuxième ou troisième cause de mortalité, 400 000 personnes handicapées en France, pour 900 000 personnes pour Alzheimer. Et qu'est-ce qu'on fait? La première des choses qu'on fait, et que vous voyez sur mon cliché, c'est la prévention. On donne des statines et on donne des antiplaquettaires. La deuxième chose qu'on fait quand ça surgit, on essaye d'aller enlever le bouchon, et on sait enlever le bouchon avec une sorte de débouche-tout, mais ça touche seulement 5% des patients. Et les autres? Eh bien, sur les autres, il y a eu des erreurs de stratégie extraordinaires, et il y a eu à peu près 300 essais cliniques, donc 300 milliards d'euros, qui ont été dépensés en vain pour cette maladie qui touche énormément de gens et dont la prédiction est 30% de gens de plus en 2030. Voilà. Et l'autre pathologie dont je voulais vous parler, c'est les traumas. Les traumas, ben, vous savez tous que ça touche non seulement les gens âgés, mais beaucoup les gens jeunes, de plus en plus. Et les traumas crâniens, c'est une maladie extrêmement complexe. Les traumas, c'est très simple. Le trauma crânien, il y a un trauma crânien, le patient rentre à l'hôpital et on croise les doigts, c'est le médicament. N'est-ce pas? On ne sait pas faire quoi que ce soit pour ces patients. Et c'est très compliqué parce que, comme vous le voyez ici, dans un trauma crânien, on laisse les axones, on laisse les vaisseaux cérébraux, on enlève cette barrière entre le sang et le cerveau, on fait beaucoup de choses. Et jusqu'ici, tous les essais cliniques, comme pour les accidents vasculaires cérébraux, ont été faits avec une seule molécule dont elle estimait qu'elle était magique et qu'elle allait tout régler. Et bien entendu, c'est pas possible. Et là, on vient à un autre concept qui est que ces maladies particulières, elles sont complexes et on ne va pas les régler avec une seule molécule agissant sur une cible magique. Et nous-mêmes, aujourd'hui, faisons une démarche à partir de la médecine traditionnelle chinoise sur des extraits de plantes avec des mélanges de molécules, avec des résultats sur ces deux pathologies extrêmement encourageants. Alors, les problèmes à surmonter, vous les voyez, c'est le dernier cliché. Les problèmes à surmonter, vous les voyez. Le problème à surmonter, c'est... Alors, je ne sais pas comment on va faire les réformes. Le problème, c'est l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, jadis, elle était dirigée par des médecins, des pharmaciens. Aujourd'hui, c'est une entreprise financière. Elle est dirigée par des financiers. Et si on a perdu des milliards d'euros dans des essais cliniques, on n'y va plus. Le résultat net, c'est que dans la plupart des pathologies du système nerveux, les industriels de la grande pharmacie n'y vont plus parce qu'ils ont trop perdu. Alors, il y a toujours l'innovation qui est faite par les start-up, mais dans ce domaine, Nicolas, les start-up, c'est de l'ubérisation de l'industrie pharmaceutique, et encore une fois, je n'ai pas le temps de le développer. Le deuxième problème, c'est les essais cliniques. Les essais cliniques, ils sont là pour éviter les accidents. Et les essais cliniques, ils savent très bien s'arrêter quand il y a un accident sur 2 ou 3 personnes, mais les essais cliniques, ils cherchent ce que ça va faire sur le patient statistiquement moyen. Et toute l'histoire que je vous ai racontée auparavant est opposée à cela. Et par conséquent, les essais cliniques sont incapables, peut-être avec l'intelligence artificielle, ça changera, mais aujourd'hui, ils mettent à la poubelle beaucoup de molécules qui pourraient être positives. Et puis, il y a l'excès de rationalisme. Ça, c'est nous, c'est les scientifiques. Les scientifiques, ils aiment leur cible. Ils ont découvert une cible et ils pensent que s'ils ont une molécule magique pour leur cible magique, on va tout régler. Eh bien, ça, j'ai appris avec le temps que ça ne marche pas. Et le dernier problème, il est pour vous tous. Il est le principe de précaution. Le principe de précaution arrête dans nos pays énormément de choses. Et souvenez-vous du dicton, qui ne risque rien n'a rien, n'est-ce pas? Et voilà. Et donc, il ne faut pas être complètement pessimiste, parce que ce qui s'est passé tout de même, c'est que ces médicaments du passé, aujourd'hui, on les utilise 1000 fois mieux qu'auparavant. Par exemple, dans les années 70, il y avait un accident sur 10 000 en anesthésie. Aujourd'hui, il y a un accident sur 200 000 en anesthésie. Et je pourrais, parce qu'il y a de l'imagerie médicale, parce qu'il y a des techniques de diagnostic. Et puis, quand on ne peut pas mettre l'argent
sur les médicaments, on le met ailleurs. Et on le met ailleurs comme on l'a fait en cardiologie. C'est-à-dire qu'on va essayer des stimulations électriques, on va essayer des stimulations magnétiques, on va essayer des stimulations profondes pour la dépression, etc. Le problème, c'est que ça va enlever les symptômes, mais ça ne va pas arrêter la progression de la maladie. N'est-ce pas? Et bien sûr, il y a cette chose extraordinaire où on peut aller avec des sortes de petits parapluies, enlever les caillots, enlever les caillots directement dans le cerveau, mais là aussi, aujourd'hui, ça n'est que pour 10%. Donc, je ne voudrais pas être complètement pessimiste, mais je veux tout de même indiquer qu'il y a un vrai problème. Le G7 ou le G8 avait décidé il y a quelques années sous Obama qu'en 2025, on allait avoir, comme pour l'envoi sur la Lune, on allait avoir des médicaments contre Alzheimer. Je vous annonce aujourd'hui qu'on n'aura pas des médicaments contre Alzheimer. C'est absolument impossible. Donc maintenant, bien sûr, il y a tout ce qui concerne l'interface cerveau-machine, mais j'ai le signe, on en parlera une autre fois.